The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le juge président, bonjour. Bonjour à toutes les parties présentes dans le prétoire et bonjour également à notre témoin. Est-ce que vous pouvez m'entendre, monsieur le témoin? Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends, monsieur le président. Okay, thank you. Le juge président, parfait. Nous allons par conséquent entamer non pas l'interrogatoire tout de suite, car nous devons dans un premier temps faire autre chose. Nous devons dans un premier temps demander au témoin de décliner son identité. Donc, monsieur le témoin, je vais vous demander de nous donner votre nom complet, ainsi que votre date, votre lieu de naissance, votre nationalité, ainsi que toutes les informations nécessaires pouvant permettre de vous identifier. Allez-y. Merci, monsieur le président. Je suis le général de brigade Deto Leto. Je suis né le 11 juillet 1956 à Seyaokro, sous-préfecture de Béoumi. Avec le nouveau découpage territorial, mon village appartient actuellement au département de Kounari. Je suis chrétien évangélique. Je suis marié. J'ai fait mes études primaires à Boyaokro, sous-préfecture de Béoumi, actuellement sous-préfecture de Kounari. Après mes études primaires, j'ai fait mon second cycle au collège Saint-Viateur de Boaké et mon second cycle au lycée classique moderne de d'Abengrou. Après le décès de mon père, en 1979, j'ai postulé au concours de l'ENSOA. L'ENSOA, c'est l'École nationale des sous-officiers d'active, la première promotion. Après 11 mois de formation, nous sommes sortis et j'ai été nommé au grade de caporal-chef. Après un an, j'ai postulé au concours des EOA. EOA, c'est l'École des officiers de Boaké. Après 2 ans de formation, je suis sorti le 11 juillet 1984 sous-lieutenant. En 1985, j'ai été affecté au 1er bataillon, précisément le 25 juillet 1985. J'ai fait mes armes, j'ai opté pour l'infanterie, particulièrement parachutiste commando. J'y suis resté jusqu'en 2007, où j'ai été affecté à l'école des forces armées comme adjoint au directeur de l'instruction. En 2001, j'ai été réaffecté au 1er bataillon de commando et des parachutistes comme adjoint au chef de corps. Nous y étions et la guerre de 2002 a déclenché, précisément le 19 septembre 2002. Bien avant cela, j'ai été nommé comme chef de corps
du 1er bataillon des commandos et des parachutistes. Donc, cette guerre nous a amenés jusqu'en 2010, où il y a eu les élections. Et après la proclamation des résultats, le 28 novembre 2010, il y a eu 2 présidents, notamment le président Gbagbo Laurent et le président Alassane Ouattara. L'un et l'autre se disaient vainqueurs des élections. Bien avant ça, j'ai oublié de vous dire que en 2006, j'ai été nommé préfet du département de Djuekoué. En 2010, je suis parti de là et j'ai été nommé comme commandant des forces terrestres. C'est l'armée de terre. Depuis 2010, je suis resté jusqu'aux élections. Le juge président interrompant. Monsieur, pourriez-vous vous arrêter ici, je vous prie, parce que cela va faire partie de l'interrogatoire des parties un peu plus tard. Nous allons parler de la période que vous venez d'évoquer. Nous allons en finir maintenant avec les formalités avant d'entrer dans le vif du sujet. Quoi qu'il en soit, merci de nous avoir offert un aperçu de votre parcours militaire. Avant de donner la parole au bureau du procureur, je tiens à vous dire que les volets d'audience seront plus courts qu'à l'habitude en raison de ce qui nous a été dit par l'unité des victimes et des témoins. Donc nous n'aurons que 3 volets d'audience d'1 heure chacun, avec une demi-heure de pause entre-temps. Donc cela signifie que la pause déjeuner se tiendra à 13h30. Donc nous allons avoir 3 volets d'audience séparés par 2 fois une demi-heure de pause. En outre, monsieur le témoin, un conseil vous a été commis d'office afin de vous fournir des conseils juridiques en ce qui concerne une éventuelle auto-incrimination. Monsieur Ken est à vos côtés, Kenny Ken est à vos côtés. Et s'il y a quelques moments que ce soit, des préoccupations se font ressentir lors de votre témoignage, eh bien, il sera à vos côtés pour vous conseiller et pour évoquer ces questions éventuelles avec les juges. Les juges de la Chambre vous garantissent, en vertu de la règle 74.3 du règlement de procédure et de preuve de la CPI, que votre témoignage ne sera pas utilisé, ni directement ni indirectement contre vous, dans toute instance ultérieure. La Cour, à l'exception des délits contre la Cour, c'est-à-dire si vous ne dites pas la vérité. Donc, si des questions vous sont posées qui pourraient éventuellement déboucher sur votre auto-incrimination, eh bien, dans ce cas-là, nous entendrons votre réponse à huis clos partiel et ces réponses resteront confidentielles. La partie qui pose les questions doit s'assurer de demander un passage à huis clos partiel avant de vous poser des questions qui pourraient déboucher sur votre auto-incrimination. Et bien entendu, le conseil commis d'office doit intervenir le cas échéant s'il le juge nécessaire. Une autre observation liée à l'utilisation des langues. Vous parlez français, je m'exprime en anglais. Nous avons à notre disposition des interprètes et des sténotypistes ici dans le prétoire. Ils doivent nous comprendre
correctement afin de bien pouvoir traduire nos propos et afin de consigner tout cela par écrit. Donc, monsieur le témoin, je vais vous demander de parler suffisamment lentement et je vais vous demander de ne pas couper la parole à qui que ce soit. Donc, lorsqu'on vous pose une question, attendez quelques secondes avant d'y répondre. Est-ce que vous avez bien compris toutes ces consignes, monsieur le témoin? Thank you. Le juge président, merci. Alors, vous êtes bien conscient que cette chambre a été établie pour connaître de l'affaire le procureur contre messieurs Gbagbo et Blé-Goudé et que vous êtes ici en tant que témoin. Le témoin est une personne qui doit dire la vérité, qui doit répondre aux questions et qui doit dire la vérité lorsqu'il répond à ces questions. Par conséquent, je vais vous demander de bien vouloir lire l'engagement solennel que vous devez avoir sous les yeux. J'espère que vous l'avez sous les yeux. Read. Alors, pourriez-vous lire cette phrase, ce texte, monsieur le témoin? Okay. You should have it. Vous devriez l'avoir sous les yeux, normalement. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Thank you very much. Le juge président, merci beaucoup. Je tiens également à vous rappeler que ne pas dire la vérité est un délit devant la Cour, délit passible d'une peine. Votre seul devoir consiste à répondre aux questions et de dire la vérité. Voilà. Je vais maintenant passer la parole au bureau du procureur, en l'occurrence à Madame Pack. Thank you. Madame Pack, merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je m'appelle Madame Pack et je vais vous poser un certain nombre de questions au nom du bureau du procureur. Bonjour à vous. Bonjour, madame. Now I'll just go straight. Madame Pack, nous allons passer directement à la période post-électorale, à savoir de 2007 à partir du 27 novembre 2010. Quelle était votre fonction au sein du FDS à cette époque-là, monsieur le témoin? J'étais commandant des forces terrestres. And up Madame Pack, jusqu'à quel moment avez-vous occupé cette fonction, monsieur le témoin? J'ai été nommé commandant des forces terrestres le 10 avril 2010. did you leave service at one point during? Question. Avez-vous quitté vos fonctions à quelque moment que ce soit lors de la crise post-électorale? Je suis resté commandant des forces terrestres jusqu'au 11 avril 2010. Mais à partir du 22 janvier jusqu'au 20 mars 2011, j'ai été désigné commandant des opérations d'Abidjan. And on the Question. Et le 11 avril, avez-vous été confirmé dans votre position en tant que commandant des forces terrestres par le président Alassane Ouattara? Oui, j'ai été confirmé
Mais le 7 juillet 2011, j'ai été nommé adjoint au chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. I'm going to ask you, please, to look at Question. Je vais vous demander de prendre votre CV, votre curriculum vitae, qui se trouve à l'intercalaire 26 CIV OTP 0005 0072. Et ce document peut être affiché publiquement. Would you like to have the redacted version? La greffière d'audience, vous souhaitez afficher la version expurgée ou la version originale? Madame Pack, la version originale, je vous prie. do you have the document? Madame Pack, monsieur le témoin, voyez-vous ce document devant vous? Oui, je le vois. And you can confirm, can you? Question. Et est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il s'agit bien du CV que vous avez remis au bureau du procureur? Oui, je le confirme. Now, as to Question. En ce qui concerne votre nomination au grade de général de brigade, pourriez-vous nous dire quand exactement vous avez été promu à ce grade? J'ai été nommé général de brigade le 1er avril 2011, pardon. during the Une question. 2010. I want to ask you Question. Je vais vous demander de plus amples détails sur votre fonction en tant que commandant des forces terrestres. Pourriez-vous nous dire de qui vous receviez vos ordres dans cette fonction? En tant que commandant des forces terrestres, je recevais mes ordres du chef d'état-major des armées, en l'occurrence le général du corps d'armée, Philippe Mangou. and you reported to Question. Et à qui deviez-vous rendre compte? Au général Mangou, chef d'état-major général des armées. can you describe very Question. Pourriez-vous nous décrire très brièvement quelles étaient vos tâches en tant que commandant des forces terrestres? Je vais le faire en deux, parce qu'il y a mon rôle en temps de paix et mon rôle en temps de crise. En temps de paix, comme dans toutes les armées, j'étais chargé d'entraîner mes éléments. J'étais chargé de maintenir en état tout le matériel. J'étais chargé d'organiser toutes les troupes pour qu'elles soient opérationnelles, au cas où une quelconque crise pouvait éclater. Voici en gros mon rôle en temps de paix. En temps de crise, sur instruction
du chef d'état-major général, je mets mes troupes à sa disposition pour emploi. Et si une crise éclate, c'est le chef d'état-major des armées qui prend tout le commandement en compte. And just to be clear, Question. Afin de bien tirer les choses au clair, monsieur le témoin, dans la hiérarchie, qui était votre subordonné en tant que commandant des forces terrestres? Alors, commandant des forces terrestres, d'abord il faut dire que j'avais un état-major. Mon état-major était essentiellement composé de mon adjoint, d'un was your- officier adjoint, d'un secrétariat, et ça c'était l'état-major même. En plus, je commandais tous les bataillons de l'armée de terre, à savoir le premier bataillon d'infanterie, le deuxième bataillon d'infanterie, le troisième bataillon d'infanterie, le premier bataillon de commando et de parachutistes, le premier bataillon du génie, le bataillon d'artillerie sol-air. Il y avait l'unité de commandement et du soutien qui était au commandement des forces terrestres. J'avais plus de 8 à 9 bataillons commandés sur le terrain. Let's just stop. Question. Nous allons commencer par votre adjoint. Qui était votre adjoint direct? Quel est son nom? Mon adjoint se nomme, il était colonel-major, Oloubla Fidèle. Just for the record, I think Question aux fins du compte-rendu. Il s'agit de monsieur Koloubla, n'est-ce pas? C'est bien lui? C'est ce que j'ai dit. Madame, j'ai dit Oloubla. and he Question. Et où était-il stationné? Il était à l'état-major comme terre, à l'ancien camp d'Akwedo. so far as the, Question. En ce qui concerne les bataillons que vous commandiez, vous avez nommé un certain nombre de bataillons. Vous avez dit qu'il y en avait 8 ou 9 sous votre commandement. Le bataillon blindé faisait-il partie des bataillons que vous commandiez? Affirmatif. the Baza Question. Et le BASA, je vais utiliser cet acronyme. Est-ce que c'était sous votre commandement également? Tout à l'heure. J'ai dit sol air, bataillon, sol air, donc je l'ai cité. and so far as that Question. En ce qui concerne cette unité, vous avez mentionné le BASA. Est-ce qu'il y avait une autre unité qui s'appelait le BASS, le BASS? Oui, il y avait le BAS, mais compte tenu de la crise, le BAS a été amené à Abidjan. Et c'est le commandant du BASA qui était en même temps commandant BASA-BAS. Parce que c'est de l'artillerie. Donc le BAS, c'est le bataillon d'artillerie sol-sol. Et le BASA, c'est le bataillon d'artillerie sol-air. Donc les deux bataillons étaient sous son commandement. who was that person? Question. Et qui était cette personne, le commandant? C'était le lieutenant-colonel Dadi Rigobert.
And during Question. Lors de la crise, le commandant du premier bataillon blindé, qui était-il? C'est le colonel Adjoumani. just for the transcript, I think Question. Au fin du compte-rendu, il s'agit de Rigobert, Dadi Rigobert. Bon, en ce qui concerne maintenant le premier PCP, qui était le commandant de cette unité lors de la crise? Lors de la crise, il y avait d'abord le commandant Twali Williams Bailly. Ensuite, il a été relevé et c'est le commandant Brice qui l'a remplacé à ce poste-là. and so far as the Question. En ce qui concerne maintenant l'emplacement de ces bataillons, lequel de ces bataillons se trouvait à l'état-major des forces terrestres, à l'ancien camp Aquedo? C'était le premier bataillon de commandos et des parachutistes, mais au sein de l'état-major même, comme unité de soutien, il y avait l'unité de commandement de soutien, UCS. and at Aquedun New Camp, Question. Et quelle unité se trouvait au nouveau camp d'Aquedo? Au nouveau camp, il y avait 3 bataillons. Il y avait le premier bataillon d'infanterie qui était commandé par le lieutenant-colonel Doumbia Lassane. Le premier bataillon blindé qui était commandé par le colonel Adjoumani et le bas à basse était commandé par le lieutenant-colonel Dadi Rigobert. C'est les 3 bataillons qui étaient au nouveau camp. and just finishing. Question. Je vais conclure à ce sujet. Où se trouvait le second bataillon d'infanterie? Le second bataillon d'infanterie est à Daloa. And the Question. Et qu'en est-il du troisième bataillon d'infanterie? Le 3e bataillon, initialement, était à Boaké. Mais du fait de la guerre, nous l'avons ramené à Niamey, à Abidjan, à Niamey. now so far as the BAS En ce qui concerne le BASA maintenant, pourriez-vous nous décrire les équipements de base dont cette unité disposait? D'abord, c'est en deux parties. La première partie qui concerne le bataillon d'artillerie sol-sol, ils avaient des mortiers de 120 mm. Ils avaient des véhicules Velera sur lesquels étaient des canons de 20 mm. Et au niveau de la batterie, du bataillon d'artillerie sol-air, ils avaient à peu près le même équipement. Et ils avaient également des lance-roquettes multi, des RLM, de 40 mm. during the Madame Pack,
Pendant la crise post-électorale, est-ce que vous étiez au courant des quantités d'armes que Dadi, armes et munitions, dont Dadi disposait? Je n'étais pas au courant de la quantité d'armes dont Dadi disposait. Je le dis parce qu'après la crise, après le 11 avril, j'allais dire, et que j'ai été maintenu comme tel, nous avons fait une visite terrain où j'ai découvert des bitumes en quantité énorme. Et cela, je ne le savais pas. Parce que sur le terrain, nous en avions besoin et on n'en trouvait pas. Donc, je vais vous dire que je ne maîtrisais pas en totalité le matériel que Dadi avait. Where were these? Madame Pack, où est-ce que ces B2 ont été découverts? À quel endroit? C'était au Baza. Au Baza même. Now, are you familiar with the... Madame Pack, est-ce que vous connaissez l'expression française sous-groupement tactique? Oui, je connais très bien le sous-groupement tactique. Was that Le also... sous-groupement tactique. Oui, madame? Madame Tack, est-ce que c'était une autre unité qui dépendait de vous? Oui, le sous-groupement tactique dépendait de moi. Il faut dire que le sous-groupement tactique était une structure qui a été mise sur pied avant que je ne sois comme tel. Je crois que j'étais au moment où le général Bombay était comme tel. Ce sous-groupement tactique était composé d'éléments du bébé, du bataillon d'infanterie, quelques éléments du Baza et des éléments du premier BCP. C'était une compagnie renforcée. Donc, chacun venait de son unité avec son armement organique. Ce qu'il avait du moins comme arme principale, c'était une 12-7 qui était montée sur une bâchée. Sinon, tous les éléments sont venus avec leur armement individuel. Environ une centaine de personnes. The commander was who, please? Madame Pack, et le commandant était qui, s'il vous plaît? Le commandant du sous-groupement tactique à mon temps était Zadi Clément. And where was this unit based? Madame Pack, et où était basée cette unité? Vous pouvez reprendre, je ne vous ai pas bien comprise, madame. Madame Pack, où était basée cette unité? Cette unité était basée dans le cantonnement du commandement des forces terrestres. And just briefly before... Madame Pack, et le bataillon des ingénieurs, où est-ce qu'il était basé, s'il vous plaît, avant qu'on passe à autre chose? C'est vous qui m'apprenez qu'il y avait un bataillon des ingénieurs, ou un bataillon du génie. Le bataillon du génie ou le bataillon des ingénieurs.
Parce qu'à mon sens, il n'y avait pas de bataillon d'ingénieurs, mais on avait le premier bataillon du génie. Il était à Boaké, mais il a été délocalisé à Adjamé, à Abidjan, Adjamé. Thank you for that clarification. Madame Pack, merci pour cet éclaircissement. Nous allons passer à autre chose. D'abord avec la période des élections. Pour que les forces terrestres puissent participer à des opérations à Abidjan, est-ce que les forces terrestres ont été réquisitionnées pendant la période d'élection de 2010? Oui, madame. Les forces terrestres font partie de l'armée de Côte d'Ivoire. L'armée a été réquisitionnée, donc elles participaient, elles ont obéi à cette réquisition. Madame Pack, je vais vous montrer un document CIV OTP 0018-047 est un document public. Il s'agit de l'onglet 67 dans les classeurs. And if we could go directly to page 0. Madame Pack, est-ce qu'on pourrait aller directement à la page 0047 de ce document? 48 se corrige l'interprète, page 0048. We need to... Madame Pack, il faut descendre plus bas sur la page, à la deuxième moitié de la page. Le décret sur la droite, on peut le placer en haut de la page. Merci. Take your time, please, to read. Prenez le temps de lire ce décret du 14 novembre qui se trouve à votre droite et puis ensuite on peut descendre sur le document et puis passer à la page suivante. Est-ce que vous pouvez agrandir un peu les caractères pour moi? Okay, we can go back to the first page. Madame Pack, on peut revenir à la première page en bas à droite. Okay. Sorry, page 004. Madame Pack, la page 0048. Le décret que l'on vient de vous montrer, est-ce que vous l'aviez vu précédemment? Précédemment, ça dépend d'où vous voulez me situer. Est-ce qu'au cours de l'enquête, je l'ai vu? Ou bien est-ce que avant qu'on les étude, je l'ai vu? Situez-moi, s'il vous plaît, madame. Were you aware of this? Madame Pack, pendant la crise post-électorale, est-ce que vous étiez au courant de l'existence de ce décret? Nous avons reçu des ordres qui faisaient référence à ce document, mais je ne l'ai jamais vu auparavant. And Madame Pack, est-ce que l'effet de ce document était de
procéder à la réquisition des forces armées, des forces terrestres pendant la crise post-électorale, d'après ce que vous savez. La réquisition qui a été prise concernait, dans un premier temps, la sécurisation des élections de 2010. Après, il y a eu un autre décret également qui a réquisitionné les forces armées nationales de Côte d'Ivoire, les FANCI, à son temps, pour gérer la période où le président a prêté serment jusqu'en avril 2011. Toujours dans le même sens, toujours protéger les élections. Do you recall the date? Madame Pack, est-ce que vous vous souvenez de la date du deuxième décret? Non, je ne m'en souviens pas. Madame Pack, je vais vous montrer un autre document, onglet 62 00 71 0695. Je change légèrement de sujet. Nous reviendrons à la réquisition des forces armées tout à l'heure. Mais pour le moment, nous allons examiner un autre document public, s'il vous plaît. Now this is Je vous pose une question sur la forme de ce document plutôt que sur le contenu, que je ne vais pas vous demander de commenter. Prenez votre temps pour examiner ce document en date du 2 décembre 2010, de la période électorale, donc. Je n'ai pas le début du document. Je suis à Delta. Je n'ai pas le début. Si on peut me montrer le début. we can go back to Madame Pack, on peut repasser à la première page, s'il vous plaît. and then Madame Pack. Et on peut redescendre pour arriver à la deuxième page, s'il vous plaît. Au tampon, la signature. the signature, do you recognize? La signature, est-ce que vous la reconnaissez? Vous reconnaissez la signature? Est-ce qu'on peut afficher la signature, s'il vous plaît? Oui, la signature est de moi. Can we go? Madame Pack, nous revenons à la première page et on voit la première partie du document, bulletin de renseignement quotidien BRQ. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ces documents étaient compilés, s'il vous plaît? Alors, chaque jour, il y a un bulletin quotidien, comme son nom l'indique, d'information qui nous parvient du terrain, de nos éléments qui sont un peu partout sur le territoire. Nous en faisons une compilation et nous rediffusons à nos éléments.
Ici, ce bulletin quotidien de renseignement est adressé au chef PC période électorale. Il faut dire que pendant la période électorale, nous avions un chef qui ne s'occupait que de tout ce qui était relatif aux élections. Donc chaque fois, nous lui faisons le compte rendu de ce qui s'est passé dans la journée. Ou s'il en reçoit, il nous envoie aussi un bulletin quotidien de renseignement. Donc ce document a été fait à cet effet. And who is Madame Pack. Et qui est le chef PC période électorale dans ce document? Je ne me souviens pas de son nom. and Madame Pack. Pourquoi est-ce que ce document daté après la crise électorale, pourquoi est-ce qu'il est adressé au chef du PC crise électorale? Mais il n'a pas bougé, les structures n'ont pas bougé. C'est-à-dire qu'il est resté sur place, on n'a pas désigné quelqu'un d'autre, on ne l'a pas enlevé de son poste, il est resté juste sur place. Donc chaque fois que nous avons des informations, nous on informe de cela, ou il nous rencontre s'il est sur le terrain, s'il a quelque chose dans la journée, il nous rencontre. Il a exercé de tout temps. how did you Madame Pack, comment est-ce que vous faisiez rapport au chef d'état-major des armées, au SEMA? Le chef d'état-major des armées, je lui rendais compte, soit par message, soit au téléphone. Nous échangeons à partir du cellulaire ou des messages. Now I want Madame Pack, je voudrais passer à votre fonction. Vous nous avez parlé de cela tout à l'heure. Vous avez été nommé à un moment donné, pendant la crise post-électorale, commandant des opérations d'Abidjan. Vous nous avez dit cela tout à l'heure. Qui vous a nommé à ce poste? C'est le général Mangou Philippe, chef d'état-major général des armées. and you told us earlier you were appointed Madame Pack, et vous nous avez dit plus tôt que vous aviez été nommé à ce poste le 22 janvier. C'est cela? Janvier. J'ai pris fonction là-bas le 22 janvier. J'étais au cours d'une réunion qui m'a désigné. Madame Pack, est-ce qu'il y avait un poste de commandement établi qui était lié à votre rôle en tant que commandant des opérations d'Abidjan? Oui, il faut dire que depuis le début de la crise, même bien avant, il y avait le centre de planification et de conduite des opérations qui était dirigé par le colonel Sako René. Donc dès qu'on m'a nommé, dès que j'ai été nommé, le général a mis à la disposition du PC crise, cette structure qu'il dirigeait lui-même.
Donc, comment ça se passe concrètement? Le chef CPCO reçoit les instructions du chef d'état-major des généraux et c'est lui qui est chargé, dans un premier temps, de traduire les instructions du chef d'état-major sur papier. Donc, c'est lui qui planifie les opérations. C'est lui qui établit les ordres des missions qui sont données par le chef d'état-major. C'est lui qui fait désigner, je dis qu'il fait désigner parce qu'il fait venir le message de l'état-major qui va au niveau des chefs de corps, ou j'allais dire des commandants des forces. Donc c'est lui qui fait établir ce papier en disant, par exemple, je prends un exemple, et s'il y a une situation et que nous devons désigner des éléments, c'est le CPCO qui envoie un message au nom du chef d'état-major des armées pour dire telle unité, vous fournissez tel nombre d'éléments, tel nombre de moyens. Donc tout cela, tout ce papier était rédigé par le colonel Sako sur instruction du chef d'état-major des armées. À ce niveau, je ne lui donnais jamais d'ordre parce que je n'avais pas le droit de lui donner les ordres parce que ce n'était pas moi, tout ce qui est comme décision. Après la réunion, chaque fois on se réunissait à l'état-major et après les discussions, le chef d'état-major prend des instructions, il prend des décisions qu'il donne au CPCO. Et le CPCO traduit ça sous forme de messages. Le lendemain, nous revenons. Au début, on se retrouvait de 8h, à partir de 8h30. On débattait de ce qui s'est passé la veille, la nuit notamment. On en discutait. Et ce qui sortait de notre discussion, le chef d'état-major général donnait des instructions au CPCO et il traduisait ça sous forme de messages. Voilà un peu mes relations avec le chef CPCO. Si vous voulez, je peux récapituler. Le CPCO a été mis à la disposition du PC Crise ce CPCO était une structure à la disposition du chef d'état-major. Il faut dire que le même CPCO, il agissait sur deux fronts. En même temps, il donnait des instructions du SEMA au Com Théâtre et il me les donnait également. Donc, il jouait le volet Com Théâtre et les opérations d'Abidjan. You talk about the peace. Madame Pack, vous avez parlé du PC de crise. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment ce PC de crise a été établi? Ben, quand je parle du PC de crise, c'est la même chose au fait. C'est la même chose. Le PC crise et CPCO, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est ce qui a été mis sur pied pour que nous puissions suivre les opérations. Donc le CPCO, CPC crise, c'est la même chose. Et ce PC crise, tout le monde, tous les généraux participaient à des réunions chaque matin ou les après-midi, en fin d'après-midi. Et de là, nous avons des informations du CPCO qui nous dit ce qui s'est passé sur le terrain dans la journée. Lui, ayant vu ou étant en contact avec les éléments qui sont sur le terrain, parce que c'est lui également, il est en contact avec les éléments qui sont sur le terrain. C'est lui qui désigne également les responsables du terrain. C'est-à-dire que si je prends le cas d'Abobo,
Cap d'Abobo, on le faisait chaque 2 jours, mais au fur et à mesure, on a fait une semaine parce que c'est difficile d'aller à Bobo. Donc, c'est lui qui désigne, des officiers sont à sa disposition. C'est lui qui les désigne, tour à tour, pour être sur le terrain. Il est en contact avec eux. Moi-même, je suis en contact avec ces chefs terrain également. Donc, mon rôle consistait à rendre compte au chef d'état-major de ce qui se passait sur le terrain et également ramener les instructions du chef d'état-major, comme le CPCO, à ceux qui sont sur le terrain, notamment les chefs. Dans un premier temps, c'était les chefs de corps, mais après, il y a eu une cellule d'officiers supérieurs qui ont minimum le diplôme d'état-major, qui était au CPCO, et c'est lui qui les désignait. Okay, let me just ask you some questions. Madame Pack, je voudrais vous poser quelques questions maintenant. Je vais vous montrer un document 0071 0520, c'est un document public à l'onglet 169. Right, just for the record. Pour le procès verbal, c'est le commentaire au commandant du chef d'unité, au chef de bureau. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est le tampon? Vous voyez la signature qui figure sur ce document. On peut me descendre un peu le document, je vois le début. Monter plutôt. Avant BT. Je vois. On peut descendre un peu. Voilà. Merci, je vois. All right, the stamp. Madame Pack, le tampon, est-ce que vous reconnaissez le tampon? Oui. Je vois colonel-major Kouloubla Dakouri, commandant en second, force terrestre. C'est mon adjoint qui a signé. C'est un message. Vous voyez les références? Je vois un peu les références là. On peut monter. Just before we break this. Madame Pack, avant que nous fassions la pause, la signature, s'il vous plaît. Est du colonel-major Kouloubla Dakouri Idel, qui est mon adjoint, qui était mon adjoint aux forces terrestres. Il reprend un message qui est revenu de l'état-major qui demande à tous les éléments, ceux qui ne sont pas de l'état-major, particulièrement, qui font partie du PC crise, de ne pas aller en salle de conférence. C'est la salle de conférence qui a été retenue et mise à la disposition du CPCO pour la conduite des opérations. Les éléments du CPCO ont quitté leur lieu habituel de travail. Ils sont transportés dans cette salle. Mais en plus de cela, il y avait des représentants de toutes les forces. Police, gendarmerie, l'armée de terre, toutes les composantes des FDS. Donc, on utilisait cette salle pour la rédaction des ordres, pour la réunion des généraux, etc., etc. Donc, c'était important.
Donc le chef d'état-major des armées a envoyé un message pour demander au commandant des forces d'informer leurs éléments de ne pas mettre pied à cet endroit. Parce que c'était très important. C'est de là également que des décisions se prenaient. Donc, c'est un message qui a été repris par mon adjoint, parce que moi, j'étais à l'état-major, et il informe les éléments des différents bataillons. We'll pause there because I... Madame Pack, Monsieur le Président, il est 10h30, on va faire la pause. J'ai encore des questions à poser, mais le Président, j'allais vous interrompre. Nous faisons des séances d'1 heure pour aujourd'hui. Nous allons faire la pause et nous allons reprendre à 11h. Je lève la séance.